À nous de nous présenter qui est Éloi et quelle est notre mission. Peut-être que François, tu peux nous éclairer là-dessus. Oui, bien sûr. Du coup, on est tous les deux avec, avec Maxime à l'initiative du projet Éloi, mais sachant que aujourd'hui, c'est un projet qui nous dépasse largement, puisqu'on a été rejoint par des personnes plus jeunes que nous, plus dynamiques, plus engagées, plus talentueuses. Camille en fait partie, et qui, comme nous, ont cette même volonté de pouvoir travailler à accélérer la transition agroécologique, faciliter aussi l'installation d'une nouvelle génération d'agriculteurs. Alors après, tout ça, d'où ça vient? Ça vient d'un moment de notre vie avec Maxime, où chacun, du coup, dans notre vie personnelle, il y a eu des déclencheurs qui ont fait qu'on a eu cette volonté de pouvoir mettre à contribution toute l'expérience, toutes les compétences aussi, et l'énergie qu'on a développée dans notre vie d'entrepreneur, de personnes qui montent des projets pour faire arriver du coup des choses, et de faire ça du coup sur un projet qui soit un projet d'impact social et d'impact environnemental. Et la transition agroécologique, qui est au cœur du projet des lois, elle porte pour nous des réponses, une capacité à répondre à des questions qui sont pour nous fondamentales pour notre génération. Comment est-ce qu'on peut activer le levier agricole pour répondre aux enjeux de changement climatique? Comment est-ce qu'on peut aussi s'appuyer sur l'agriculture pour créer des emplois qui soient porteurs de sens, qui soient signifiants, qui soient non délocalisables, qui soient dans les territoires et qui construisent demain un avenir qui est souhaitable. Donc voilà, et du coup, Éloi, c'est notre modeste tentative avec Maxime d'apporter notre pierre à l'édifice et de pouvoir proposer du coup des solutions aux côtés de tous les autres organismes qui existent sur ces sujets-là. Super, merci François. Alors peut-être maintenant, rentrons directement dans le brut du sujet. Qu'est-ce que fait concrètement Éloi, Maxime, et pourquoi? Eh bien, on est parti en fait d'un constat que dans les 10 ans qui viennent, 40 à 50%, ça dépend des chiffres, seront à vendre. Ça fait une vague de départ qui est historique, avec donc ça fera à peu près 180 000 fermes et 12 millions d'hectares. Vous voyez les chiffres à transmettre, puisqu'aujourd'hui les fermes font 70 hectares en moyenne, elles tendent vers les 80. Aujourd'hui, les cédants de fermes qui cherchent à transmettre ont du mal à trouver des repreneurs. On dit que déjà aujourd'hui, 40% des cédants n'arrivent pas à trouver un repreneur qui reprenne l'activité de leur ferme et du coup partent à l'agrandissement. L'agrandissement, ça veut dire qu'ils vont vendre les terres à leurs voisins. Les maisons vont souvent être utilisées pour des habitations, mais pas d'agriculteurs. Les bâtiments agricoles sont souvent abandonnés, parfois repris par les voisins. Et on va du coup vers des exploitations de plus en plus grandes, de plus en plus concentrées. C'est pas une situation satisfaisante pour les cédants parce que d'un point de vue psychologique, d'une part, ils aimeraient bien installer des jeunes. D'un point de vue financier, c'est pas l'alternative optimale. Les bâtiments agricoles, dans ces cas-là, sont peu valorisés. Et pourtant, il y a une vague dont beaucoup là, ici, aujourd'hui, faites partie, qui souhaitent s'installer de jeunes agriculteurs, souvent non issus du milieu agricole, qui du coup ne souhaitent pas ou ne peuvent pas reprendre des fermes de 70 hectares. Parfois, c'est un peu les deux. Ils cherchent à faire plus petit, ils cherchent à faire en agroécologie, très souvent en bio, parfois avec de la transformation à la ferme ou sur les territoires ou de la vente en circuit court. Pour ça, ils cherchent des fonciers entre 5 et 50 hectares et ils cherchent des poids de bâtiments qui sont raisonnables et qui ne sont pas forcément ceux que l'on trouve sur l'exploitation même moyenne, dite moyenne, laitière aujourd'hui de 70 hectares avec stabulation, etc. Voilà, donc ce constat de l'offre qui ne rencontre pas sa demande, on y répond avec une vision que l'on peut reprendre ces fermes, installer des jeunes agriculteurs, offrir une proposition alternative
à l'agrandissement pour les cédants en créant ce qu'on appelle des grappes de ferme. Qu'est-ce qu'une grappe alors? C'est quoi exactement? Bah, du coup, je pense qu'à ce stade de la présentation, je pense que vous l'avez compris, une grappe, c'est le moyen du coup de répondre à cet enjeu de part et d'autre en installant du coup sur ce qui est aujourd'hui le site d'une seule ferme et bien souvent dédié à une seule activité, plusieurs fermes voisines qui sont sur des activités agricoles qui sont différentes mais complémentaires. Et le pourquoi d'une grappe, hein, c'est surtout sur les avantages du coup qu'on va le voir et pourquoi et en quoi du coup ça distingue ce type d'installation d'une installation disons plus classique ou traditionnelle. Parce qu'en fait une grappe, hein, si on passe du coup à Camille, ouais. Une grappe du coup c'est l'occasion de pouvoir atteindre 3 objectifs qui nous semblent encore une fois être importants pour justement permettre ces installations en agroécologie. Le premier objectif, et Maxime a commencé à en toucher quelques mots, c'est autour de la réduction de l'investissement à l'installation. Alors, très directement lié au fait d'avoir la bonne taille, et la bonne taille, c'est important, hein, c'est que ça soit ni trop grand pour ne pas avoir à porter des terres qui soient au-delà de la capacité d'une personne à les exploiter, ou alors de devoir s'agrandir et de prendre du salariat, mais ce n'est pas toujours exactement le même projet, ou alors des bâtiments qui sont trop lourds. Donc, c'est important que ça soit pas trop grand, mais non plus aussi pas trop petit. Et c'est quelque chose qu'on voit souvent sur des projets d'installation en agroécologie, c'est que comme on n'arrive pas à trouver, je sais pas, le foncier de 30 hectares dont on a besoin, on démarre sur 10 ou 20 en attendant de pouvoir trouver plus. Et souvent, les conditions de rentabilité sur ces 10 ou 20 hectares, elles ne sont pas réunies. Donc c'est important d'avoir la bonne taille et c'est peut-être le premier élément qui est important là-dedans. Mais dans cette réduction d'investissement, il n'y a pas que la taille du foncier comme terre et bâtiment. Il y a d'autres éléments là-dedans. Il y a la possibilité sur le matériel de pouvoir faire des achats qui soient mutualisés, puisqu'il va servir pour partie à plusieurs ateliers de la grappe. Ça vaut le coup. C'est le cas aussi des ateliers de transformation qui sont soit existants, soit à construire et peuvent intéresser plusieurs ateliers du coup de la même grappe, permettant encore une fois de réduire ici l'investissement. Et réduire l'investissement, on va y revenir, mais c'est extrêmement important parce que c'est ça qui permet derrière, d'une part, de permettre la reprise et l'installation, mais aussi de permettre d'avoir des annuités qui soient plus faibles et donc plus de capacité à bien vivre de son activité agricole. Mais on va y revenir. Le deuxième point, c'est sur la possibilité d'allier complémentarité agronomique. Donc, ce qu'on met derrière, c'est que le fait que les ateliers qui s'installent, mettons sur une ferme qui soit une ferme anciennement dédiée au lait, et donc du coup une seule activité, une activité d'élevage, ça puisse être du coup une ferme qui est certes cette activité d'élevage, mais aussi des activités de culture végétale, des activités de maraîchage quand c'est possible, des activités d'arboriculture aussi quand c'est possible, avec ces activités qui ont la possibilité de se rendre des services, et c'est là que l'entraide est également importante. Donc ça peut prendre plein de formes différentes, et ça dépend des situations, mais c'est à minima la capacité à pouvoir opérer une rotation des terres de manière mutualisée, c'est à minima le fait de pouvoir avoir une gestion du coup de l'amendement organique d'un côté, de l'épandage de l'autre qui soit au bénéfice des deux parties. C'est aussi, et c'est important pour les personnes qui s'installent en élevage, une capacité à pouvoir gérer plus facilement les astreintes, les week-ends, les vacances, et de pouvoir avoir de l'aide sur ces sujets-là. Voilà pour le deuxième point. Puis le troisième, parce qu'il est fondamental du coup dans l'approche, c'est de pouvoir construire une capacité à bien vivre de son activité agricole. Donc, on en a parlé sur les investissements, mais ça vaut aussi sur les coûts de fonctionnement, où ce type d'organisation va permettre de mutualiser certains coûts de fonctionnement entre plusieurs activités. Un exemple qu'on peut prendre ici, c'est par exemple un salarié agricole. On peut avoir besoin sur son activité d'une partie d'un salarié agricole, mais pas nécessairement de son temps plein. Et on sait que c'est compliqué de trouver 20-30% du temps d'un salarié agricole. Au périmètre de la grappe, il y a la possibilité de pouvoir mutualiser ça. Et dernier point, ça joue aussi sur la capacité à vendre, et notamment quand on est en circuit court, les grappes, du coup, par leur organisation même, permettent d'avoir des productions diversifiées, et on sait en circuit court que plus on a de production diversifiée,
plus il va être facile de pouvoir vendre en direct du coup à certains relais locaux, voire même de faire venir du coup le public directement sur la ferme pour avoir une boutique à la ferme. Super, c'est très clair. Juste pour clarifier quelque chose, donc on a parlé de maraîchage, d'élevage, d'arboriculture. Est-ce que voilà, tous les ateliers sont possibles justement pour rejoindre une grappe? Peut-être que dans l'assemblée, il y en a qui sont avec un projet peut-être d'agritourisme ou d'horticulture ou autre. Voilà, peut-être que j'anticipe leur question. Alors, tout à fait. Alors, au global des grappes, oui. Et les projets, y compris les projets qui ne sont pas des projets 100% agricoles, donc d'accueil à la ferme et autres, ont complètement leur place sur les grappes. Et oui, ces projets-là sont compatibles avec le concept de grappe. Après, quand on le regarde sur une grappe en particulier, qui est une ferme à la base, une ferme n'a pas toujours la possibilité d'accueillir tous les projets. Et ça fait partie des choses qu'on regarde chez Eloi quand on monte le projet du coup d'une grappe, c'est de partir des caractéristiques de la ferme, de quel type de terre elle a. Par exemple, si c'est que des terres d'élevage, des grandes cultures, ça va être compliqué. De regarder s'il y a de l'eau, parce que s'il n'y a pas d'eau, le maraîchage, c'est compliqué. Et ça va nous permettre, en croisant ça aussi avec les attentes qu'il peut y avoir sur le territoire, de définir le type d'activité qu'une grappe peut accueillir. Et si vous êtes allé sur le site web d'Eloi et sur les grappes qu'on a publiées, vous verrez qu'on est volontairement assez vague là-dessus, parce que derrière, sur une même terre qui peut accueillir un élevage ou qui peut accueillir des cultures, et ben, il peut y avoir des projets assez différents derrière qui y trouvent leur bonheur, et on veut justement pouvoir laisser la possibilité aux différents porteurs de projets de se projeter là-dedans. Super, ça marche. Et du coup, comment ça se passe avec les autres agriculteurs qui sont eux aussi installés sur le même site? Est-ce qu'on reste indépendant dans son activité? Alors, on définit une modalité d'installation qui justement est celui spécifique de la grappe qu'on a créée. C'est-à-dire que on est sur des installations qui sont des structures juridiques indépendantes. Donc chacun est chez lui. Du moins, c'est le mode d'installation par défaut que l'on propose. C'est-à-dire que il faut comprendre qu'on part d'une ferme, on définit les ateliers qui sont possibles sur cette ferme et on fait se rencontrer des futurs grappeurs. Donc au départ, ces gens ne se connaissent pas et ils peuvent du coup au fur et à mesure décider de créer, et on le souhaite et ils ont tout intérêt à le faire, de créer des synergies, de créer de l'entraide, de créer des mutualisations. Mais au départ, ils ont leur indépendance financière, ils sont autonomes, ils sont chacun propriétaires chez eux et ils sont pas colocataires. Si on prend une analogie, ça va ressembler un petit peu à un immeuble d'habitation dans lequel chacun a son appartement, il y aura des parties communes, il faudra les gérer. Vous pouvez bien vous entendre avec vos voisins, c'est pas interdit et c'est même souhaitable de pouvoir leur confier vos enfants en babysitting si la confiance s'instaure, mais vous n'êtes pas non plus obligé. Et si le cas échéant, les relations sont cordiales, ou même si il y a une problématique d'entente entre deux voisins dans un immeuble, ça n'oblige pas l'un ou l'autre à déménager. Donc on a pensé le mécanisme de cette manière-là, parce qu'on croit que les synergies peuvent se créer dans le temps, on en est convaincu, que c'est essentiel et important, mais on sait aussi que, voilà, je suis marié, donc j'y crois, mais on sait que statistiquement, les mariages, c'est compliqué, même quand les gens se choisissent. Et du coup, on veut laisser la latitude aux uns et aux autres de s'organiser et de constituer ce collectif au fur et à mesure et pas de l'imposer au départ. Okay. C'est top, c'est clair. Donc, c'est plus un système en fait, voilà, de voisins proches plutôt que de colocs. Hein. Voilà, on est chacun sur son vélo. On peut partager, par exemple, aussi une boutique à la ferme. Et, voilà, on reste indépendant, ce qui est assez pratique. Et du coup, la création d'une grappe, ça se fait uniquement au moment du départ à la retraite d'un agriculteur existant? Alors, ça peut arriver, effectivement. Donc, non, ça ne se fait pas uniquement au départ à la retraite d'un agriculteur existant. C'est une modalité importante de notre action, effectivement, de profiter de ce moment de la transmission pour convertir en agroécologie et installer des jeunes, ça semble évident.
Mais on a aussi, et je pense que c'est voilà, c'est décrit sur le slide suivant, d'autres modalités. Il peut y avoir des exploitants en place qui souhaitent ne plus être seuls et qui souhaitent du coup sur leur exploitation dont ils sont propriétaires aujourd'hui ou en partie locataires d'ailleurs, venir faire installer des grappeurs à côté d'eux, donc des gens qui seront autonomes, qui ne seront pas associés avec lui, mais qui vont créer une activité avec qui ils pourront créer des synergies. Et dans ce cas-là, ils vont vendre et ou louer une partie de leur ferme et Eloi peut les aider à installer, créer une grappe sur leur ferme. C'est également le cas dans des structures où il y a aujourd'hui des associations, on peut citer les GAEC notamment, mais il y a dans le monde agricole beaucoup de structures où il y a des associés. Il arrive que certains associés soient plus âgés que d'autres et qu'ils partent à la retraite et que les autres restent. Il arrive que parfois ils ne s'entendent plus et donc qu'il y ait besoin de trouver un remplaçant et que dans cette dynamique de recherche de remplaçant, plutôt que de chercher un nouvel associé, les associés en place souhaitent plutôt installer quelqu'un à côté d'eux, donc de manière autonome, et c'est ce que va proposer Eloi au service de ces structures qui cherchent un remplacement d'associés. Ça peut être aussi une situation de préparation de sa transmission, en se disant qu'on a une ferme qui est assez importante en termes de coûts, en termes de poids, et qui va être difficile à reprendre pour un seul agriculteur qui s'installe, et de penser que effectivement dans cette dynamique de transmission, ça sera plus simple de le faire en le faisant entre guillemets par morceaux, donc d'avoir une première part d'abord d'installation de 1 ou de 2 ou de 3 grappeurs, pour ensuite n'avoir au final plus qu'un petit bout et de réduire progressivement aussi le poids de son activité au fur et à mesure. Et on voit des cas de figure aussi de gens qui sont issus du milieu agricole, qui ont une ferme familiale dont ils vont hériter, ou dont ils héritent, et qui, dans le cadre de cette transmission, veulent changer la manière d'opérer les choses, ils veulent faire plus petit, ils veulent lancer un atelier de transfo, de faire plus de ventes en circuit court, se passer au bio. Et eux aussi sont évidemment des bons candidats. Ça peut rejoindre le point numéro 2, sauf que ce sont des gens qui arrivent avec un nouveau projet. Ils vont d'ailleurs, en cédant une partie de leur ferme pour installer des gens avec qui ils vont pouvoir créer des synergies, aussi dégager un peu de capital pour pouvoir investir, pourquoi pas, dans leur transformation, leur passage en bio, etc. Il y a tous ces cas de figure qui permettent d'arriver au final à des grappes. Soit tout le monde s'installe sur la grappe et la découvre, soit il y a déjà un exploitant ou des associés qui étaient en place et qui vont pouvoir aider les agriculteurs qui sont pour beaucoup non issus du milieu agricole et qui du coup vont pouvoir être un petit peu parrainés et aidés par ces exploitants qui étaient déjà en place sur le site. Top. Donc ça fait quand même beaucoup de cas de figure. Donc si c'est pas très clair, vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions sur la chat box. On tentera vraiment d'éclaircir tout ça. Et en tout cas, pour tous ces cas de figure, ils sont tous réunis par une volonté de donner du sens à leur installation ou à leur transmission. Soyez porteur de projet ou cédant ou membre de Eloi. On a tous cette volonté d'avoir du sens et d'avoir un impact à la fois social et écologique. Justement, alors comment sont conçues les grappes Eloi en termes d'impact environnemental et social d'ailleurs? Je sais pas si tu peux switcher ouais. C'est juste pour que vous ayez en vision, mais c'est les impacts de l'agriculture en fait. L'agriculture, on le sait, on a sous nos pieds, dans le sol, la possibilité, si on laisse les terres se régénérer, de capter énormément de matière organique dans le sol et donc du CO2. Donc, l'un des premiers impacts attendus, c'est cette réduction de CO2 et il faut relire, non pas tous les jours parce que c'est déprimant, mais enfin régulièrement l'urgence climatique dans laquelle on est pour se dire que ça vaut vraiment le coup d'agir et d'agir vite et à grande échelle sur ce sujet-là. Il y a évidemment un impact aussi sur les ressources en eau, tant sur la consommation, la quantité d'eau, parce qu'on sait que des terres vivantes captent mieux l'eau, ont besoin de moins d'arrosage, moins d'irrigation et qu'à production égale, on peut consommer moins d'eau. On sait aussi évidemment qu'on peut éviter de polluer l'eau en faisant une agriculture
de ce point de vue-là, respectueuse de l'environnement. On sait aussi aujourd'hui l'impact que peut avoir l'agriculture, positif ou négatif, sur la biodiversité et à quel point, dans un modèle de grappe qui met en avant une dynamique de polyculture élevage avec une diversité de production, on va recréer, laisser se recréer des écosystèmes complexes plutôt que une tendance qui serait à l'uniformisation des cultures qui, elle, appauvrit fortement la biodiversité, sans parler évidemment de l'impact que peuvent avoir les intrants divers. Et puis, l'autre aspect, il est plus social, mais on parle de l'érosion du nombre d'agriculteurs, on va en perdre dans les 10 ans 100 000 si on ne fait rien. C'est une perte d'emploi nette importante. Ils ne seront pas remplacés parce que ça va aller vers de la mécanisation où un agriculteur gérera 500 hectares. Et donc, aujourd'hui, on a une autre alternative qui peut être tout à fait pertinente d'un point de vue économique, on le sait aujourd'hui, mais aussi apporter toutes ces conséquences positives sur l'environnement tout en créant des emplois. Donc, cet aspect, il est majeur. Si vous êtes cédant et que vous cédez votre exploitation à travers tout ou partie, à travers un mécanisme ELOA, vous avez la garantie de l'exploitation en bio si vous étiez en bio si vous souhaitez passer en bio, ou à minima selon certains critères d'agroécologie, type agriculture de conservation des sols, par exemple pour les grandes cultures, même si aujourd'hui on est à 100% en bio sur les candidats qui s'adressent à nous. Donc voilà, et on le gère ce point-là de manière contractuelle avec les personnes qui s'installent, les grappeurs. Donc c'est vraiment une garantie qui est forte, qui est prise. Sur l'aspect des futurs grappeurs, vous souhaitez contribuer, donc on met à disposition un outil qui vous permet d'avoir votre impact, et ça fait partie bien souvent dans nos échanges avec les grappeurs de ce qui les pousse à agir. Top. Donc concrètement, ELOA crée des grappes sur une même ferme avec un fort impact écologique, et, environnemental et social. Mais du coup, à quel niveau intervient ELOA justement dans tout ce processus? Ouais, on va voir ça, et du coup, je regardais un petit peu la chatbox pendant l'intervention de Maxime. Je pense que ça va permettre aussi de commencer à répondre au fil de l'eau à certaines des questions qui se sont posées. Il y a vraiment trois zones, trois activités que ELOA va faire pour justement faire arriver ces projets-là. Le premier, donc, c'est initier des reprises de ferme avec diversification. Je vais passer vite, on en a déjà parlé. C'est le fait de pouvoir rentrer en contact avec un cédant, de pouvoir analyser ce que peut faire la ferme, définir du coup quel est le projet en fait, de pouvoir quelle est la capacité du coup de cette ferme à accueillir demain des ateliers diversifiés pour pouvoir derrière du coup publier du coup des ateliers à destination des porteurs de projets et faire connaître qu'il y a une possibilité d'installation sur ce territoire, sur cette ferme, pour faire du maraîchage, là où quelqu'un qui cherchait auparavant 5 hectares de maraîchage, quand il voit une annonce, j'en sais rien, sur le RDI ou autre, pour 100 hectares de bovin-lait, il va évidemment pas postuler. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de créer du lien, c'est de s'assurer que, tant d'un point de vue cédant que d'un point de vue des porteurs de projets entre eux, on puisse les faire se rencontrer, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, vu qu'on vient modifier la manière dont la ferme est organisée et ce qu'elle sera demain par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui, les personnes ne se connaissent pas, les personnes qui ont des projets, du coup, qui peuvent être complémentaires ne se connaissent pas, ils ne connaissent pas la ferme, et le cédant ne connaît aucun des porteurs de projets. Donc là, on a un vrai rôle ici de pouvoir faire arriver, du coup, ces connexions, et c'est aussi pour ça que sur notre site web, vous voyez qu'il y a des annonces qui sont publiées, vous voyez aussi une capacité à partager son projet indépendamment des projets en cours, parce que ça permet d'avoir autant derrière d'éléments qui permettent demain de pouvoir faire ces connexions-là. Et le troisième point, du coup, et là ça répond directement à une partie des questions que j'ai dû poser, c'est qu'on a un rôle pour sécuriser la transmission. Donc aujourd'hui, si on le fait schématiquement, il y a un cédant qui a une ferme, et mettons demain 3 porteurs de projets qui ont des projets qui peuvent collectivement, du coup, être en capacité de reprendre cette ferme-là. Un point qui est important, et on comprend parfaitement côté cédant, c'est compliqué
de vendre un bout de la ferme sans savoir si le reste est vendu également. Et donc, au niveau des lois, nous, on a monté la capacité, et c'est supporté par des citoyens, acteurs engagés qui apportent leurs fonds pour rendre ces choses-là possibles. On a construit la capacité à pouvoir acheter 100% des fermes. Alors, acheter ce qui est à acheter, hein, c'est les bâtiments, quand ça c'est toujours le cas, les terres quand c'est le cas, les maisons d'habitation aussi quand c'est le cas, et à les porter pendant les quelques mois qui sont nécessaires pour que les différents porteurs de projets, au moment où c'est opportun pour eux, où ils ont leur accord de financement bancaire, où ils ont déménagé aussi pour certains, au moment où eux sont en capacité de pouvoir s'installer directement. Et ça vaut sur la partie qui est achetée par Eloi pour être revendue. Eloi n'a jamais vocation à conserver la propriété. Et ça vaut aussi, et c'est important du coup, sur les baux ruraux, on a aussi cette action de pouvoir s'assurer que dans le cadre de la transmission, on va travailler avec le cédant et avec les propriétaires pour s'assurer derrière qu'il y a bien continuation des baux et continuation de toute la surface de terre qui était disponible sur l'exploitation. Top. Je vois que le temps passe vite. Rentrons un peu plus dans le concret. Comment ça se passe et qu'est-ce que ça veut dire pour d'une part le cédant d'un côté et d'autre part voilà, le porteur de projet? Comment ça se passe pour lui? Ouais, mais je pense schématisons du coup là-dessus, ça va permettre peut-être de mieux comprendre. Du coup, dans l'approche classique, on a un cédant qui a une ferme dont il attend 100, qui vaut 100, et on a 3 porteurs de projets qui ont des budgets entre 25 et 50, en fonction aussi de l'activité qu'ils prévoient d'avoir. Et aujourd'hui, les uns et les autres ne se connaissent pas, et les besoins et les attentes des uns et des autres n'ont pas capacité à se rencontrer et à se répondre. Nous, ce qu'on vient faire, du coup, c'est on part de la ferme, travailler avec le cédant pour dire, voilà, ok, cette ferme, elle a la capacité d'accueillir ces 3 projets-là. Les 3 projets, du coup, des porteurs de projets ont, encore une fois, collectivement, du coup, la capacité à pouvoir reprendre cette ferme. Donc, on voit bien que entre l'approche, entre l'attente du cédant qui est à 100, et quand on fait en fait la somme des budgets disponibles pour les différents porteurs de projets, il y a théoriquement la capacité de le reprendre. Donc ça, c'est ce qu'on vient apporter. Et il y a dans ce montage-là aussi la capacité à pouvoir supporter les coûts de faire arriver ça. Et donc, il y a 2 types de coûts. Il y a un premier qui est lié à redécouper le foncier, donc faire intervenir un géomètre pour pouvoir s'assurer derrière que ce qui était un seul lot unique devient 3 lots distincts appartenant à 3 porteurs de projets distincts. C'est aussi la gestion des parties communes. Alors, les parties communes, ça peut être des voies d'accès, ça peut être des boutiques à la ferme, ça peut aussi être des étangs d'irrigation. Et ça, je l'ai vu dans une des questions sur comment on gère ça. Il y a des structures qui s'appellent des ASLI, qui sont des structures dédiées en fait à la gestion commune d'irrigation et de droits du coup attachés à ça. Qu'est-ce que ça peut être aussi? Ça peut être des compteurs d'électricité qu'il faut déplacer. En gros, c'est l'ensemble des travaux quelque part qui sont nécessaires pour faire arriver du coup une grappe de ferme. Et puis l'autre partie, c'est de pouvoir du coup à Eloi de payer le temps passé en fait par les équipes d'Eloi pour faire arriver ces projets-là. Donc vraiment, c'est ça l'approche, c'est de pouvoir mettre en relation du coup des besoins qui sont préexistants et de les faire se rencontrer pour que derrière, sans modifier ni l'attente des uns ni les budgets des autres, les deux puissent se rencontrer. Top. Et du coup, maintenant, en tant que porteur de projet, comment ça se passe pour rejoindre une grappe Eloi? Quelles sont justement les différentes étapes jusqu'à s'installer en tant que grappeur sur une grappe? Alors, pour les porteurs de projet, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme Eloi, donc sur notre site internet. Lorsque vous serez inscrit, vous allez être tenu au courant des fermes qui vont correspondre à vos critères. Donc, vous allez dire que vous cherchez à faire de l'élevage sur 30 hectares en Bretagne ou en Morbihan. Et on va vous proposer les ateliers qui correspondent à vos besoins au fur et à mesure qui sont disponibles. Si la ferme vous intéresse, vous allez visiter, rencontrer le cédant, rencontrer évidemment, si vous confirmez votre intérêt, les autres grappeurs intéressés. Et c'est à ce moment-là
que vous pourrez vous engager pour vous installer. On signe un contrat, pour répondre à une question qui a été posée, qui nous engage à vendre au grappeur l'atelier qui lui correspond, au prix qui était convenu, et le grappeur s'engage à l'acheter. En fait, c'est ça le contrat qui lie Eloi, qui ne sert que à matérialiser ce double engagement de la transaction, qui nous permet, nous, ensuite, d'aller acheter la ferme pour monter la grappe. Et ensuite, on va revendre le lot à chacun après avoir opéré les actions qui permettent de créer les lots, donc venir les géomètres, séparer les compteurs d'eau, etc., etc. Donc ça, c'est un process qui va durer entre 11 et 16 mois, pour vous donner une petite idée du délai que ça prend. Ok, disons maintenant que je passe à l'action et m'installer. Comment voilà, si je coche les cases pour être candidat grappeur? En fait, on demande aux grappeurs d'avoir une capacité agricole, hein, de toute façon, pour pouvoir exploiter une terre aujourd'hui en France au-delà d'une certaine surface, qui correspondent généralement à la dimension des projets que Eloi permet d'installer. Il faut effectivement cette capacité agricole. Donc, BPREA au niveau agricole supérieur. Le deuxième sujet, c'est que on agit et on opère dans le cadre du monde agricole, hein, avec ces acteurs, et nous ne sommes pas, nous Eloi, les gens qui accompagnons les porteurs de projets sous l'angle agronomique, sous l'angle même de la pertinence économique de leur projet. On a une mission qui est de mettre à disposition des fermes à la bonne taille et au bon prix, c'est déjà pas mal. Et ensuite, on laisse les acteurs du monde agricole accompagner, notamment via le parcours à l'installation. Donc, on demande à chaque porteur de projet de s'être rapproché du point accueil installation des champs d'agriculture pour avoir à minima entamé ce parcours à l'installation, et du coup, au moment où ils veulent se positionner sur une ferme, d'être suffisamment avancés pour pouvoir, le cas échéant, c'est pas forcément possible pour tout le monde selon leurs âges souhaitables, mais demander une aide à l'installation également derrière. Et évidemment, très important, fondamental, c'est que ce soit des projets en bio ou en agroécologie, ça va sans dire. Donc, on demande évidemment à chacun de décrire la nature de ce projet. Et on est, nous, chez Eloi, sur une installation où vous n'êtes pas salarié, vous êtes propriétaire de votre outil, hein, vous achetez vos bâtiments agricoles, donc vous êtes propriétaire de votre ferme. Le foncier peut être en location, hein, ou en propriété, ça va dépendre des cas, mais en tout cas, vous êtes chef d'exploitation, donc chef d'entreprise, autonome, indépendant. Et d'ailleurs, quand vous vous êtes installé sur une ferme à travers Eloi, vous n'avez plus de lien qui vous unit avec Eloi par la suite, hein. Vous êtes vraiment totalement autonome. Vous pouvez avoir un cahier des charges agroécologique au niveau de votre bail rural qui vous impose à être en bio ou en agroécologie, mais ce n'est pas Eloi qui vous l'impose, c'est le bail rural avec les propriétaires. Ok, donc ça c'était pour les candidats grappeurs, donc c'est un processus qui va durer environ 1 an. Maintenant, comment ça se passe pour le cédant? Alors on peut passer rapidement parce que d'après les sondages, on n'a pas de cédants actuellement présents. On a surtout des porteurs de projets, mais bon, c'est toujours intéressant d'avoir la vision du cédant. Ouais, du coup, je vais passer vite. De toute façon, c'est la même chose en miroir, c'est-à-dire qu'on vient visiter la ferme. On vient, et du coup, ça va permettre de répondre à une des questions du coup, que j'ai vues dans la chatbox sur comment est-ce qu'on garantit le prix pour les porteurs de projets. Encore une fois, le prix en fait qui est proposé au cédant, donc je ne sais pas si vous vous rappelez mon exemple avec le 100 du coup pour le cédant, c'est on va en fait nous partir du fait qu'il y a possibilité de faire une installation à 50 qui a du sens, de faire une installation à 35 qui a du sens, de faire une installation à 25 qui a du sens, et que ça, globalement, ça représente 110, mais on sait que derrière, il y a 10 de coûts pour faire arriver tout ça, qui permet, du coup, encore une fois, de pouvoir payer tous les frais externes et que Eloi puisse continuer à exister. Et donc ça, en fait, on va prendre ça et on va faire une proposition au cédant à 110, moins 10, à 100. C'est comme ça, du coup, qu'on le fait et comme ça qu'on s'assure, et c'est extrêmement important pour nous, que dès le début, le prix effectif pour les porteurs de projets est compatible avec les prévisionnels d'installation. Et après, du coup, avec le cédant, on déroule du coup le processus pour acquérir la ferme et avec du coup un départ du coup du cédant qui correspond à l'installation effective des porteurs de projets sur l'exploitation.
Super, je pense que c'est maintenant un peu plus clair, à la fois la vision du porteur de projet et la vision du cédant. Le concret maintenant, est-ce que vous pouvez nous expliquer les projets en cours justement, pour être clair sur les projets d'installation, des grappes qui vont se faire dans les prochains mois? Oui, alors on est sur le Grand Ouest aujourd'hui. Donc ça va être Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, centre Val-de-Loire, un tout petit peu. Donc c'est là que vous pourrez trouver des grappes. Néanmoins, si vous n'êtes pas sur ces départements, régions, vous pouvez évidemment candidater puisque on décide d'ouvrir la région aussi en fonction du nombre de demandes. Donc n'hésitez pas à candidater malgré tout. Pour parler très concrètement, il y a aujourd'hui des projets qui sont publiés en Bretagne et Pays de la Loire. On est dans les régions dans le Morbihan, pour ce qui est de la Bretagne, près de Lorient, près de Vannes, bientôt près de Rennes, en Ille-et-Vilaine. On a des pistes partout en Bretagne, donc ça va s'ouvrir vite si vous cherchez d'autres départements. Et puis, en Pays de la Loire, on est aujourd'hui principalement en Vendée, bientôt Maine-et-Loire, et donc on est sur des fermes qui sont près d'Angers, près de Nantes, près de La Roche-sur-Yon, Cholet. Voilà. Enfin, il y a différentes implantations possibles sur les Pays de la Loire. Pour ce qui est de la Normandie, la perspective, c'est de démarrer dans l'Orne sur les premières grappes. Voilà. On devrait avoir 2-3 fermes, 2-3 grappes qui seront installées d'ici fin d'année ou tout début d'année prochaine, et ensuite une grappe par mois, à peu près, donc entre 10 et 15 grappes l'année prochaine, et on vise plusieurs centaines par an dans les 3 ans à venir. Voilà. Donc, il y aura de la place, on l'espère, pour un maximum d'entre vous. Super, c'est très clair. On a beaucoup parlé, je crois que vous avez plein de questions, donc on va tenter d'y répondre au fur et à mesure, justement, pour éclairer nos points. Il y a la chatbox qui est présente pour ça. Ouais, il y avait notamment du coup une question d'Eric sur comment on se positionnait par rapport aux structures de transmission, installation, ADR, CIVAM et autres. C'est une bonne question, effectivement. Merci Eric de la poser, parce que c'est un point qu'on n'a pas abordé ici. On travaille avec ces structures-là, évidemment. Donc du coup, dans toute la phase de définition, enfin, de définition des ateliers possibles, on va, selon les territoires, être amené à travailler avec, alors ça peut être la chambre d'agriculture sur certains territoires, ça peut être les GAB sur certaines, ça peut être des structures de l'ADR, ça peut être les CIVAM. Le but étant de pouvoir avoir les expertises agronomiques locales qui permettent de savoir précisément du coup ce que le territoire attend et de pouvoir vraiment préciser ce que la ferme peut accueillir. Et l'autre élément là-dessus, c'est qu'évidemment, les porteurs de projets qui s'installent via une modalité de grappe et loi, ils sont accompagnés, Maxime l'a précisé, et c'est un point qui est important, ils sont accompagnés du coup dans leur parcours d'installation par les structures qui sont expertes de ça et qui le font très bien. On n'a surtout pas vocation, nous, à venir faire cette partie-là qui existe déjà et qui est bien portée. Il y a une question un peu plus technique sur le prix de vente au porteur de projet avant de passer en comité SAFER, mais on arrive à garantir un prix de vente au porteur de projet avant le passage en comité SAFER, puisque au moment où il y a un passage en comité SAFER, ça se fait sur la base d'une promesse entre la SAFER et le cédant qui définit le prix de vente. Et donc, on peut avoir tout à fait calé le prix des ateliers pour vos futures installations avant. Et oui, nous avons beaucoup de cédants, de propositions de cédants, enfin de cédants qui nous contactent. On en contacte aussi certains, on fait connaître notre modèle. Dans un monde où vous avez 40% de cédants qui finissent par vendre leur ferme à l'agrandissement, on est aujourd'hui, à travers les lois, une alternative pour eux qui leur permettent, je le disais tout à l'heure, d'installer des jeunes, de passer ou de maintenir le bio, de
d'avoir une alternative financière plus intéressante la plupart du temps qu'un agrandissement. Donc, voilà, évidemment, c'est pas forcément pour tout le monde, hein, puisqu'il faut un certain niveau d'avancement dans sa réflexion de transmission pour être ouvert à cette modalité. Mais on pense qu'il y a à peu près 25% de cédants qui pourraient être ouverts à la modalité. Il y avait une autre question sur le suivi du coup post-installation. Alors oui, il y a un suivi post-installation. C'est important pour nous de savoir si derrière, du coup, l'installation se passe bien, si, et notamment si à la fois l'unité foncière qui a été définie, le périmètre en termes de terre et de bâtiment et le prix auquel la transaction s'est faite, est-ce que ça, c'est effectivement tel qu'on l'envisage, bien compatible avec une installation qui est viable. Et nous, on assurera un suivi là-dessus au bénéfice de tous les autres porteurs de projets qui continueront à faire appel à Éloi. Pour autant, et Maxime le précisait tout à l'heure, c'est extrêmement important pour nous de respecter l'indépendance et le côté entrepreneur des porteurs de projets. On est bien placé pour savoir que c'est important et quelque chose qu'un entrepreneur chérit. Et on ne viendra pas du tout s'immiscer dans la gestion, c'est pas du tout notre rôle. Notre but, c'est de savoir si on a bien travaillé ou pas, si on continue sur cette base-là ou si on doit amender des choses. Je ne sais pas du coup si ça avait été totalement répondu sur le modèle économique et de comment sont rémunérés les services des lois. Oui, ils sont bien inclus dans le prix de vente. Ils sont de fait payés par les cédants. C'est le cédant qui va payer les frais des lois qui comprendront des éléments techniques d'intervention de services tiers, type des expertises des chambres d'agriculture ou des structures dont parlait François, mais aussi l'avenue du géomètre, les opérations techniques liées au passage d'une ferme à une grappe, et le temps passé par Éloi. Donc tout ça va être payé par le cédant, et du coup, je le redis à nouveau, mais très important, le prix net vendeur proposé au cédant, donc une fois les frais et lois payés, il est calculé de manière à ce que le prix des lots des futurs porteurs de projets soit cohérent par rapport à leur budget. Donc, on ne part pas d'un prix d'une ferme pour définir le prix des lots, on part du prix des lots pour définir notre proposition au cédant. Il y avait une question aussi sur, elle est importante, je pense, il faut qu'on y réponde, sur la charte et les engagements en fait, que les grappeurs prennent sur leur installation. Et, alors oui, il y a ça, et en fait de deux ordres. En fait. Il y en a un premier qui est sur le respect de pratiques agroécologiques. C'est quand même au cœur du projet, ça serait dommage de... Alors désolé, j'ai dit tout à l'heure qu'on ne s'immisçait pas, alors ce point-là, malheureusement, il n'est pas négociable. Donc celui-ci, il en fait partie. Et alors, suivant qu'on passe par une transaction SAFER ou qu'on passe par une transaction plus classique, ça va prendre des formes différentes. Mais le but est de pouvoir garantir que une ferme qui est initialement en bio reste en bio demain et que les pratiques culturales sont respectueuses de l'environnement. Ça, c'est le premier point. Et c'est extrêmement important pour que justement les synergies au sein d'une grappe puissent avoir lieu. Si on est sur tout le monde qui est en bio, on peut partager des productions. Si ce n'est pas le cas, ça devient compliqué pour ceux qui sont en bio, qui, par exemple, ne pourraient pas profiter de la matière organique du coup de l'éleveur. Donc il y a ce point-là, et puis on a un deuxième qui est le fait effectivement de pouvoir prendre un certain nombre d'engagements minimaux, et là c'est à définir au niveau de chaque groupe de grappeurs qui s'installent sur le fait de faire les choses de manière coordonnée. Alors, typiquement, ça c'est de ne pas avoir plusieurs boutiques à la ferme, parce qu'en fait, c'est absurde. Donc, c'est des choses en fait qui sont assez naturelles et qui vont dans le sens du fait que ça fonctionne mieux pour tout le monde si il y a ces engagements minimums qui sont pris par chacun. Je réponds à la dernière question d'Éric. Oui, d'Éric. Il est tout à fait possible, et c'est comme ça qu'on a pensé la chose, de travailler avec des structures de portage de foncier, ou plus d'ailleurs, donc Terre de Liens pour les citer, mais ça peut aussi être de trouver des investisseurs qui veulent bien vous mettre en location ou durer vos terres, ou de passer par un portage autre, type SAFER par exemple. Donc il y a différentes modalités de portage. Celle de Terre de Liens nous va évidemment très bien.
Et nous, ce qui est important pour nous n'est pas d'imposer quelque solution que ce soit pour l'acquisition du lot. La seule question qui est derrière, c'est qu'effectivement, quand on travaille sur une grappe, il y a une part qui est à vendre, il y a une part qui est à louer, et il faut trouver un acquéreur pour cette part-là, et que vous fassiez porter, c'est votre sujet, et c'est tout à fait possible. Il y a deux autres questions, du coup, les toutes dernières d'Eve et de Mathieu sur acquérir des terrains avant de connaître ceux qui vont les exploiter. C'est pas aujourd'hui notre mode de fonctionnement. Je sais pas si ça le sera demain. C'est coûteux de faire ça parce qu'en fait, ça présuppose le fait de les garder longtemps et ça présuppose aussi le fait que potentiellement, en fonction des porteurs de projets qui s'installeront, bah, il n'y ait pas tout qui soit utilisé. Et qu'est-ce qu'on fait du reste? Nous, on n'est pas exploitant agricole. Donc, l'idée est séduisante et je comprends que vous posiez la question. Après, c'est compliqué à mettre en œuvre. Donc, pour le moment, on n'a pas encore trouvé de manière de faire ça intelligemment. Et Mathieu, du coup, sur votre question, non, on n'a rien changé hein, sur notre fonctionnement. On a juste changé la manière dont on le présentait, parce qu'on a eu des retours et on a vu que ça pouvait prêter à confusion en donnant l'impression que en passant par une modalité loi, ça faisait sortir les porteurs de projets de leur budget initial, ce qui n'est absolument pas le cas. Et depuis le début, ce qui est bien prévu, c'est que les installations se fassent dans des budgets qui sont initialement définis parce qu'ils sont supportables, cohérents, pertinents. D'où le fait qu'on ait amendé la présentation. Vous nous direz si c'est plus clair comme ça. En tout cas, c'est 100% fidèle à la manière dont on fonctionne depuis le début. Le contrat et loi définit les détails techniques de ce qui est compris dans le prix d'achat. Oui, enfin, le contrat, il définit le lot, la description des bâtiments, la description du nombre d'hectares et de leur position. Donc, ça reprend les éléments qu'on retrouverait, mais de manière un peu plus légère que dans une promesse de vente. Le contrat, hein, pour le rappeler, c'est ce qu'on signe avec les porteurs de projets avant nous d'acheter de manière définitive la ferme pour eux. Donc, c'est pour ça que, oui, on a besoin de définir ce qui va être alloué à chacun. Et puis ensuite, il y a une promesse de vente qui est signée. Dans un second temps, quand nous, on a acheté le bien, on va signer une promesse de vente qui, là, définit de manière extrêmement fine, et plus fine, hein, certainement, les différents lots sous un angle plus notarié. Il y a une question de Julie en deux temps, mais je pense que c'était la même question, sur est-ce que ça fonctionne avec l'installation d'un seul grappeur sur une ferme lorsque la surface et le nombre d'hectares correspondent à la capacité d'un seul projet. Alors, ça peut être le cas, notamment s'il y a diversification d'une ferme existante avec du coup l'agriculteur en place qui ressent son activité sur soit une partie des terres, soit un seul des deux ateliers qu'il avait précédemment. Et du coup, effectivement, la création de grappes devient le fait d'avoir un nouveau porteur de projet installé aux côtés d'un agriculteur existant. Après, ce qu'on ne fait pas, nous, parce qu'on pense qu'il n'y a pas besoin de nous pour que ça existe, c'est une reprise en direct, en fait. C'est-à-dire une surface qui serait déjà d'une vingtaine d'hectares compatible avec un projet type Éloi et un porteur de projet qui en fait l'acquisition en direct. Là, on considère qu'on n'a pas de rôle à jouer là-dedans. Enfin, moi, je ne vois pas la valeur ajoutée qu'on pourrait y avoir. Est-ce que Camille, tu vois des questions qu'on n'aurait pas répondu? Je crois qu'on a répondu à pas mal de questions, ouais. Après aussi, bien sûr, c'est vraiment au cas par cas. Enfin, nous, on sera très heureux de vous rencontrer aussi en individuel pour répondre à vos questions aussi plus précises par rapport à votre projet. Bien sûr, ces questions-là restent très vagues et ça ne remplacera pas du tout une rencontre vraiment individuelle où on pourra mieux faire connaissance en one-one, disons. Ouais, sachant que je crois, comme on est plutôt sur un public de porteurs de projets, en tout cas pour tous ceux qui ne l'ont pas déjà fait, moi je vous invite à partager votre projet sur notre site. Et nous, ce qu'on fait de toute façon systématiquement après, c'est qu'on vous appelle en fait. C'est qu'il y a une personne de l'équipe, alors ça peut être Camille, ça peut être Maxime, ça peut être moi, ça peut être Héloïse, ça peut être Amélie, ça peut être Inès, ça peut être plein de personnes de l'équipe, va vous appeler pour justement en discuter pour voir si
il y a dans les projets qu'on mène actuellement ou qui sont dans les tuyaux, mais pas encore publiés sur le site internet parce qu'on n'a pas encore pris tous les engagements avec les cédants, des choses qui peuvent vous convenir. Alors ça, c'est intéressant. Et puis l'autre partie qui est intéressante, c'est qu'encore une fois, si derrière, vous êtes plusieurs à nous dire, bah, il y a ce territoire-là sur lequel on a envie de s'installer, bah, nous, on va orienter du coup les discussions et les recherches de cédants sur ce territoire-là aussi. Yes, carrément. Carrément, carrément. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été si nombreux. Si jamais vous avez loupé le début ou vous avez dû vous absenter en cours de route, il y a bien sûr un replay qui est disponible que vous recevrez automatiquement par mail comme vous êtes inscrit. Donc voilà. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Très bon week-end et très bonne poursuite du coup des journées de l'agriculture. Il y a énormément d'événements, de conférences, de visites aussi. Hein. C'est quand même bien, maintenant on peut en plus, qui sont prévus. Donc bonne journée de l'agriculture à tous.